Élancée, aérienne et toute en dentelle de fer, la Tour Eiffel domine Paris. Cet édifice unique au monde attire tous les ans 7 millions de visiteurs. Il n'y a pas une image qui parle de Paris où il n'y a pas eu un petit tracé de la tour. C'est absolument incroyable. C'est même pas besoin de la prendre en photo, une simple silhouette, 2 traits de crayon et on reconnaît déjà la Tour Eiffel. Chef-d'œuvre de la Belle Époque, cette superstructure en fer a repoussé les limites du possible. 300 mètres en seulement 2 ans. Jamais personne n'avait construit aussi haut et aussi vite. Une prouesse réalisée par Gustave Eiffel, un pionnier de son temps. Pour Gustave Eiffel, ça a été un triple défi technologique, politique, financier, et qui y est arrivé. Donc moi, je trouve ça absolument fascinant. Je pense qu'on peut comparer Gustave Eiffel, qui était un visionnaire, à des gens comme Bill Gates ou Steve Jobs. Alors, Gustave Eiffel, comment a-t-il fait? Des machineries exceptionnelles, 18 000 poutrelles, 2,5 millions de rivets posés par 250 ouvriers et surtout ses ascenseurs, des prototypes ultra sophistiqués pour l'époque. La tour de Monsieur Eiffel est à la pointe de la modernité. Ça a été comparable peut-être au développement de l'aviation, quand on a vu ses premiers avions voler, ou la conquête de la Lune. Et pourtant, la tour a rencontré bien des obstacles. Un terrain marécageux et instable, un chantier exposé au vent violent et aussi des polémiques qui enflamment le tout Paris. Mais ce n'est pas tout. Construite pour l'exposition universelle de 1889, la tour était promise à la destruction 20 ans plus tard. On dit aux architectes, vous pouvez tout raser, vous pouvez transformer la tour Eiffel, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, à 125 ans, la tour Eiffel est toujours là et continue à émerveiller le monde. Pour l'embellir, des dizaines d'ouvriers la bichonnent. Dernière cure de jouvence, les travaux spectaculaires de rénovation du premier étage. Décidément, la Dame de Fer n'a pas fini de surprendre. La tour Eiffel est éternelle si on l'entretient bien. Et je dirais même qu'elle peut être plus éternelle que les pyramides. Paris sans sa tour Eiffel, une vision inimaginable. Et pourtant, dans cette aventure, rien n'était gagné d'avance. Retour sur l'épopée incroyable de la Dame de Fer. L'histoire de la Tour Eiffel commence au milieu du 19e siècle par une révolution. C'est l'âge des trains, de la machine à vapeur et de la mécanique qui réduisent les distances, accélèrent les rythmes de production et remplacent les hommes par les machines. La révolution industrielle est en marche. Mot d'ordre, technologie, science et progrès. Une course effrénée à la modernité, favorisée par l'essor de nouveaux matériaux. La révolution industrielle, elle est liée à la mécanisation, elle est liée à la puissance de la machine à vapeur, mais elle est liée aussi à la capacité de produire du métal, du fer, suffisamment pur et suffisamment bon marché, bien sûr, pour être utilisé massivement. Le fer, c'est un matériau extraordinaire, un matériau qui résiste à la compression, mais aussi à la traction, qui est souple. Donc ça ouvre vraiment des horizons très nouveaux. Dans les nouvelles usines, on met au point les technologies de production du fer, ce matériau miracle qui va transformer le monde. Tout commence en Angleterre vers 1840. Mais la tendance se répand comme une traînée de poudre partout en Europe. En France, c'est le développement du métal et c'est surtout un engouement absolument incroyable pour le progrès. Tout le monde pensait que le progrès ne pouvait qu'apporter une vie belle et libre. Et donc, un enthousiasme tel fait construire des architectures nouvelles. Il nous faut des halles, des marchés, il faut des grands magasins. Donc, une fièvre industrielle incroyable s'empare de l'Europe dans la deuxième moitié du 19e siècle. Les premières réalisations en fer françaises voient le jour à Paris. Rive gauche d'abord, avec la bibliothèque Sainte-Geneviève,
à 2 pas de la Sorbonne, construite en 1848. L'édifice fait sensation par sa légèreté et la luminosité de sa salle d'études. Et pour la première fois, une structure en métal est fièrement exhibée, tout en fine dentelle. Et puis ce sont les Halles, sur la rive droite cette fois, 5 ans plus tard, en 1853. 12 pavillons, tous identiques et conçus pour centraliser l'approvisionnement quotidien de plus d'1 million de Parisiens. Un nouveau type d'architecture est né, plus aérien que la pierre, mais élégant et puissant en même temps. Petit à petit, le fer devient d'usage courant. Verrières, kiosques et pavillons en métal fleurissent un peu partout et s'installent dans le paysage urbain. Le début de la révolution entraînée par les nouvelles machines, les machines à vapeur, par l'industrialisation, par la métallurgie qui se développe à grande échelle, il va permettre justement à la fois de construire, de produire ce métal dont ont besoin les grandes structures, le développement des chemins de fer également qui va être le vecteur ou qui va permettre à la révolution industrielle de se répandre. Et c'est à cette époque extraordinaire qu'un jeune ingénieur français fait ses premières gammes dans le monde de la construction. Né en 1832 à Dijon, il s'appelle Gustav Bonnickhausen, un nom qui ne laisse planer aucun doute sur ses origines allemandes. Il prend dès le lycée un autre nom que ses parents jugent bien plus français. Il se fait appeler Gustave Eiffel. À l'âge de 20 ans, Gustave est admis à l'école des arts et des manufactures, autrement dit l'école centrale, un cénacle déjà prestigieux qui forge la nouvelle élite française, les ingénieurs. Le jeune Eiffel aurait pu faire des canons, des cafetières ou des locomotives. Il choisit la construction. Les charpentes et les ponts métalliques sont en plein essor. Et malgré son jeune âge, Gustave Eiffel n'a pas peur des défis. Il est vraiment un homme qui représente son époque. C'est-à-dire que lui croit au progrès aussi d'une façon extraordinaire. Et surtout, rien n'est impossible à ses yeux. Pour preuve, le premier grand ouvrage qui attend le jeune ingénieur dès sa sortie d'école, le pont ferroviaire de Bordeaux, qui franchit encore aujourd'hui la Garonne. À seulement 26 ans, Gustave Eiffel dirige tout le chantier. Et le projet est ambitieux. 500 mètres de longueur, avec seulement 200 hommes, quelques petites grues et quelques charrettes. Ce chantier permet à Eiffel de se familiariser avec le procédé qui deviendra sa marque de fabrique. Des structures en fer préfabriquées dans des usines. Le tout est acheminé sur place pour être assemblé par des rivets, des sortes de grands clous, car on ne connaît pas encore la soudure des métaux. Poutrelles et rivets, ce sont les mêmes méthodes que le constructeur va employer sur sa tour 30 ans plus tard. C'est la construction en kit, en quelque sorte Ikea avant Ikea. La standardisation des pièces a été mise au point, particulièrement par Gustave Eiffel, et surtout a été réalisée lors de son premier chantier. C'était un chantier important, dans une rivière tumultueuse, il y avait beaucoup de difficultés, il les surmonte, il rentre dans ses budgets, il est dans les temps, et il se fait remarquer comme un grand ingénieur. Donc c'est ce travail de kit, en quelque sorte, d'assemblage de pièces détachées un peu élémentaires, qui est à la base, au fond, du succès aussi de la construction métallique. 1864, l'ingénieur devient homme d'affaires. Il rachète une petite société de construction métallique qui va connaître un grand succès. À Levallois-Perret, aux portes de Paris, il est dans la place et ne doute de rien. Tout est prêt pour son ascension, bientôt fulgurante. Eiffel, jeune ingénieur, il va créer son entreprise assez tôt, à 32 ans. Et il va finalement développer son entreprise au point d'en faire la 5e, 6e entreprise de construction métallique en France. Il y en a d'autres, bien sûr, mais avec beaucoup d'innovations, des innovations sur la conception des ponts, sur la manière de les construire également. Par exemple, construire un pont en lançant le tablier, c'est-à-dire la partie horizontale, en porte-à-faux. Voilà des choses comme ça assez innovantes qui lui permettent de remporter les marchés. Les commandes affluent et Gustave Eiffel construit à tour de bras. En France d'abord, mais très vite, ses ponts s'exportent aussi à l'étranger. Son secret, chez Eiffel, un pont, c'est du sur-mesure.
standardisation des pièces, c'est évidemment un intérêt économique énorme, un intérêt de transport, un intérêt d'économie de personnel. Il fabriquait, il commercialisait et il envoyait à travers le monde ses fabrications avec un chef de chantier, une notice, et il faisait travailler les populations locales. Les constructions Made in Levallois sont un succès et Gustave Eiffel devient une marque de renommée mondiale. En Chine, qui le sait, 124 ponts en Chine, c'est quand même extraordinaire. Beaucoup de ponts dans le monde, par exemple, ont été, par Eiffel ou par d'autres, fabriqués à Paris, et puis ensuite montés au Chili, montés en Russie, montés en Égypte, voilà, ou en Indochine, parce que justement, on pouvait préparer déjà les pièces à l'avance. Il avait déjà commencé à construire ces extraordinaires passerelles, ponts jetables qu'il avait jetés un peu partout en Afrique, aux Philippines. C'est la première chose qu'il a construit en Philippines. Il avait aussi envoyé une église en pièces détachées à Arica, au Chili. En plus des églises, Eiffel fabrique aussi des gares comme celle de Budapest et le dôme de l'Observatoire de Nice qui abrite à l'époque la plus grande lunette au monde. Afrique, Asie, Amérique du Sud et Europe, les constructions Eiffel fleurissent partout et par centaines. Mais il manque encore un pays à son palmarès, les États-Unis d'Amérique. Ce sera chose faite avec la Statue de la Liberté, édifiée à l'entrée du port de New York. Le sculpteur Auguste Bartholdi fait appel à ce constructeur tout-terrain pour réaliser l'ossature métallique de la plus grande statue au monde, haute de 93 mètres avec son piédestal. 6 ans avant sa tour Eiffel, il signe là sa première collaboration à une œuvre d'art, un objet sans fonctionnalité, mais qui devient très vite un symbole universel. Et toutes les prouesses techniques réalisées par son entreprise, Gustave Eiffel sait aussi les faire connaître. Il avait un sens de la publicité personnelle extraordinaire. Dès qu'il réussissait quelque chose, il publiait immédiatement dans les revues, bien sûr, mais il envoyait des petits tracts avec illustration de ses projets. Et donc ça aussi, ça comptait énormément. Et puis, il avait son aura personnelle qui le différenciait des autres. Le tournant dans la carrière d'Eiffel est la construction de ce pont ferroviaire à Porto, au Portugal. L'édifice est hardi. Le fleuve est profond. Il est impossible de construire un pylône intermédiaire dans l'eau pour soutenir le pont. Eiffel doit faire preuve d'inventivité. Alors, pour dépasser les 160 mètres de portée, il conçoit une arche monumentale en fer, une innovation technologique majeure. Le pont de Porto, qui a l'originalité d'avoir une arche qui était la première arche à avoir été réalisée en Europe. Cette arche permet de bâtir plus vite. Et il est 2 fois moins cher que